Dans la définition célèbre qu'il donnait du chef d'entreprise, Joseph Schumpeter insistait sur le processus de destruction créatrice qui formait selon lui la donnée fondamentale du capitalisme. Cet aspect destructeur pourrait, par certains aspects, rapprocher la logique capitaliste de la logique mafieuse. Jacques de Saint-Victor, bonjour. Bonjour. Professeur de droit à l'Université Paris XIII, histoire du droit, enfin historien du droit, auteur d'un ouvrage absolument fabuleux, Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, 19e, 21e siècle, ouvrage dont il est absolument impossible de faire la synthèse, puisque voilà, vous nous faites voyager pendant 2 siècles d'histoire mafieuse et vous concluez sur la crise des subprimes, sur la finance Ponzi, comme l'évoque Paul Krugman. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité vous recevoir, pour pouvoir parler des mafias, de cet objet singulier qu'est la mafia, la manière dont on le travaille quand on est chercheur. Évidemment, ça nous interpelle quand on est dans le management, dans le domaine du management, et cet objet qui nous paraît un peu, que spontanément on voit comme un corps étranger et dont vous nous démontrez qu'il est consubstantiel à la logique démocratique, si je résume. Oui, d'une certaine manière, d'ailleurs, on pourrait dire aussi à la logique capitaliste, même si ce que j'essaie justement de démontrer en citant Schumpeter, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'il est consubstantiel qu'il se résume. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas une égalité entre capitalisme et mafia, de même qu'il n'y a pas une égalité entre démocratie et mafia. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les faiblesses, ou en tout cas les caractéristiques propres à ces deux systèmes, font en sorte qu'ils laissent une possibilité de développement de logique mafieuse à l'intérieur même de leur propre logique, et qui par conséquent, il faut être particulièrement attentif à bien comprendre cette faiblesse inhérente à ces deux systèmes pour mieux combattre le système mafieux. Parce que il n'existe pas de mafia en dehors du système démocratique, il n'existe pas de mafia en dehors du système capitaliste, même si on a pu se poser la question de savoir s'il y avait en effet des mafias à l'époque de l'Union soviétique, mais en tout cas, elles n'avaient pas exactement les mêmes traits que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il faut bien admettre qu'il y a une question, en tout cas, un mystère qu'il faut éclaircir dans ce lien entre, je vais être très rapide, mais entre l'économie libérale et la question des logiques mafieuses. Alors ce que vous évoquez d'ailleurs, y compris en revenant sur Schumpeter, c'est au fond, le système mafieux, c'est la prédation au profit d'un clan. Absolument. Alors que l'entrepreneur, c'est une destruction créatrice. Voilà. La destruction créatrice, normalement, dans la définition justement schumpeterienne, il y a le mot créateur. C'est-à-dire que bien sûr le capitalisme détruit, mais le but du jeu, c'est détruire pour moderniser, et que du coup, la modernisation profite, retombe en éléments positifs sur l'ensemble du bassin d'emploi, notamment dans lequel il opère. Et alors le vrai drame contemporain, et c'est en cela justement que je concluais sur non seulement la crise des subprimes, mais en plus cette logique qui présidait à cette crise. Vous revenez sur les années de libéralisation voilà. À tout crin, chute du mur de Berlin. Pourquoi ? Pas pour une raison idéologique, mais tout simplement parce que justement on voit apparaître l'émergence de ce concept clé qui est au cœur de l'économie mafieuse depuis son origine, c'est-à-dire depuis je dirais, le début du 19e siècle. On peut trouver des racines plus anciennes à la mafia, mais en tout cas, le système mafieux se développe essentiellement depuis le début du 19e siècle. Et ce qui est la caractéristique de ce système d'économie mafieuse, c'est la prédation. C'est-à-dire qu'on puise toutes les richesses sur un bassin, on prétend d'ailleurs qu'on l'aide, puisque le chef mafieux est un chef d'entreprise dès l'origine, mais c'est un chef d'entreprise en réalité qui appauvrit l'environnement dans lequel il agit au lieu de l'enrichir. Et j'ai hélas le sentiment que dans un certain nombre de cas que nous avons étudiés récemment, notamment la question de la crise des subprimes, eh bien, c'est qu'on a eu affaire à un environnement qui était lui-même appauvri par un certain nombre de logiques prédatrices qui étaient à l'œuvre. Et alors, elles n'étaient pas à l'œuvre avec des mafias, évidemment, bien entendu, il ne s'agit pas de confondre les choses, mais elles étaient dans une logique qui, hélas, n'a pas beaucoup de différence avec la logique mafieuse.
Et c'est en cela qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est que le système ne doit pas continuer sur cette pente d'une prédation absolument sans limite, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra plus faire de différence, comme le faisait justement Schumpeter, entre le destructeur-créateur et le simple prédateur. Dans toutes ces aventures que vous nous faites vivre de la mafia, on retrouve aussi le lien au pouvoir politique. C'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi le politique, et l'intérêt et la manière dont le politique se joue aussi des systèmes mafieux. On a le sentiment que c'est totalement imbriqué. Alors oui, c'est très compliqué ce rapport entre le politique et le mafieux, parce que heureusement, il y a des zones dans le monde occidental qui a connu le développement de la démocratie où il n'y a pas de mafia. Il n'y a pas eu de mafia en Angleterre, il n'y a pas eu de mafia en France, il n'y a pas eu de mafia en Allemagne. Donc le système politique démocratique n'est pas, comme je le disais au départ de notre entretien, inhérent à la logique mafieuse. Mais il se trouve que dans les zones où il y avait des logiques mafieuses, le système démocratique, paradoxalement, a permis le développement de ces logiques au lieu de limiter le développement de ces logiques. Je prends l'exemple de deux pays, l'Italie et les États-Unis, qui sont un peu les deux modèles, si vous voulez, de développement d'organisations mafieuses. En Italie, puisque c'est la maison mère, si on peut dire, en Italie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des mafias dans le sud de l'Italie, que ce soit à Naples ou en Sicile ou en Calabre, et à partir du début du XIXe siècle, ces organisations criminelles se développent grâce à l'essor de l'économie libérale, parce que justement, cette économie a permis une sorte d'appel d'air en libéralisant, au fond, puisque le système féodal s'arrête très tardivement dans le sud de l'Italie, jusqu'en 1806 sur l'Italie continentale, et puis en 1812 en Sicile. Et donc à partir de là, il y a une sorte de rupture avec une économie dite féodale, mais en fait qu'on pourrait comparer à une économie administrée, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il s'est passé le même phénomène que l'on a connu en 1990 à la chute du mur. Avec la mise en place d'une économie libérale assez peu maîtrisée, il y a eu une sorte d'appel d'air pour des entrepreneurs de la violence, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui, au fond, dominaient cette nouvelle économie libérale, c'était les plus violents, les plus brutaux, c'était les chefs de ces futures organisations mafieuses. On ne parlait pas encore de mafia, on parlait de sectes criminelles, mais c'était exactement la même chose. Donc, ce terreau s'est développé, mais tant que le système, disons, absolutiste des Bourbons tenait, il ne laissait pas une totale capacité à ces mafias de s'infiltrer dans le tissu politique, parce que ce tissu était encore tenu, pour résumer, par les aristocraties, qui évidemment tenaient en marge ces mafias. Ça ne veut pas dire qu'elles ne négociaient pas avec elles, attention, mais du moins elles les tenaient en marge du système politique. Elles les maintenaient justement uniquement dans le domaine économique, qui était un domaine secondaire, ou en tout cas dévalorisé à l'époque dans les sociétés aristocratiques. Ces mafias n'ont commencé à s'infiltrer dans le système politique qu'à partir du moment où il y a eu justement démocratisation du système politique. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'il y a en effet ce lien entre mafia et démocratie, et c'est très dommageable, ce n'est pas du tout pour remettre en cause la démocratie, c'est pour essayer justement de bien faire comprendre que quand vous avez un système qui fait appel à de plus en plus le vote des populations locales, ces populations, si elles sont dominées par un système mafieux sur le plan économique, elles vont être aussi amenées à conduire ce système à infiltrer la politique. Et à partir des années 1880, par exemple, en Italie, qui est le grand moment de la première vague de démocratisation, parce que l'Italie n'a pas du tout la même histoire que la France, alors c'est encore plus compliqué pour faire saisir aux Français l'importance de cette question, mais l'Italie ne connaît de véritable démocratisation dans une première étape qu'à partir des années 1880, et surtout à partir de 1912, qui est le moment où il y a la mise en place du système de suffrage universel. Avant, il n'y a pas de suffrage universel, il est limité à un petit nombre d'individus. Mais disons que dès la première démocratisation en 1880, vous voyez dans le sud de l'Italie les structures mafieuses, soit directement, soit indirectement par des hommes de main, infiltrer tous les conseils municipaux, les conseils régionaux, et d'une certaine manière même aussi les députés au Parlement. Et c'est le début de cette invasion justement du système politique par les structures mafieuses du sud de l'Italie.
D'où, pendant d'ailleurs encore très longtemps jusqu'à nos jours, l'illusion selon laquelle tous les hommes politiques du Sud sont corrompus par la mafia, et puis en revanche au Nord, ce seraient des hommes politiques, disons, beaucoup plus propres, si on peut dire. Bon. En réalité, c'est évidemment qu'une illusion, parce qu'à partir du moment où un système de type mafieux s'infiltre dans une logique politique, elle commence à corrompre l'ensemble du système et pas uniquement les zones dans lesquelles elle exerce son plein pouvoir. Puisque aujourd'hui, par exemple, le nord de l'Italie, Milan, est devenu plutôt la capitale économique de la 'ndrangheta, la mafia calabraise, et elle n'est plus restée à Reggio, où elle continue à avoir son imperium, mais son activité et son développement se fait dans le nord de l'Italie, et voire même dans le nord de l'Europe, puisque des événements récents en Allemagne ou dans d'autres pays ont bien montré qu'elle s'étendait de façon prospère. Je vais très vite. Ça a été la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, comment ça s'est passé? On a pendant très longtemps ignoré en fait la naissance de la Cosa Nostra américaine parce qu'on a cru aux fables racontées par un certain nombre de mafieux comme Capone ou d'autres grandes figures du crime organisé américain. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Italiens ont commencé à envoyer, à partir du moment où, dans les années 1880, il y a eu une immense émigration d'Italie vers les États-Unis, eh bien, les Italiens ont envoyé, les mafieux italiens ont envoyé un certain nombre de leurs préposés pour créer des succursales. Il y avait la maison mère, qui était en Sicile, en Calabre ou à Naples, et puis on a constitué des succursales, parfois d'ailleurs avec exactement les mêmes noms. Les Stupangeri de Montréal et à côté de Palerme ont créé le clan mafieux des Stupangeri à la Nouvelle-Orléans, par exemple, pour donner une idée. Donc, ils ont reproduit exactement les mêmes logiques criminelles, et la chance a voulu que ça se fasse dans un système capitaliste et libéral américain, je dirais quasiment totalement ouvert, libre. Et donc ils ont pu à foison corrompre tout le système politique, tout le système administratif, puisqu'il n'y avait pas ces rigidités administratives de type napoléonienne comme on avait en France, ce qui explique aussi peut-être, là-dessus il y a débat, mais que justement il ne se soit pas implanté à Marseille, par exemple. Parce que la structure française, extrêmement administrée, que tous vos chefs d'entreprise contestent, évidemment, parce que ça fait des freins au business. Ça fait des rigidités, mais aussi pour les mafias. Bien sûr. Et du coup, ça permet de beaucoup mieux combattre l'infiltration du crime organisé dans l'appareil d'État que des pays qui sont ouverts, si on peut dire, et qui ont laissé totalement un appareil au fond fragile et surtout inadapté, peu mobilisé sur cette question. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris comment se passait le processus de corruption et ils se sont laissés corrompre, pour beaucoup, involontairement. Car au départ, le processus de corruption mafieux est un processus très subtil. Donc si vous ne connaissez pas les codes de corruption, vous vous laissez très facilement avoir. Bien sûr. En préparant cet entretien, vous m'évoquiez le fait que le droit, la question du droit, et le droit français en particulier, est un des vrais sujets aujourd'hui. Vous êtes un vrai démocrate, chef de Saint-Victor. Oui, j'espère. Donc, en tout cas, donc oui, ça oui. pose des questions de droit absolument majeures. Bien sûr. Je suis juriste, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à cette question. Vous me disiez, au fond, c'est peut-être un système accusatoire qui effectivement... Non, alors... Bon, il y a beaucoup de questions. C'est un raccourci. Oui, c'est un raccourci, mais là on évoquait plus largement la façon dont se développent des faiblesses juridiques béantes qui laissent la possibilité à des acteurs, pas uniquement d'ailleurs mafieux, mais des acteurs sans scrupules, de dominer le système ou en tout cas de se jouer des règles juridiques de ce système. Et c'est vrai que le système accusatoire anglo-saxon qu'on nous présente généralement en France comme un modèle, rappelez-vous qu'on a voulu supprimer le juge d'instruction, on a voulu faire des réformes de cette nature parce que tout ce qui est évidemment anglo-saxon paraît très moderne, très positif, etc. Et en réalité, sur ce plan précis, vous savez, les mafias c'est un problème parce que tous les dogmes auxquels nous sommes attachés, la mondialisation, la décentralisation, justement le droit accusatoire, etc., tout cela, eh bien, ça se retourne quand on évoque la question mafieuse. Absolument. La décentralisation, par exemple, et je crains qu'hélas nos compatriotes puissent s'en rendre compte à la fois à Marseille et en Corse, est un drame
quand on l'examine d'un point de vue de la question mafieuse. Alors que c'est très positif si on l'examine d'une façon uniquement managériale. C'est-à-dire, évidemment, il vaut mieux, a priori, que la décision soit prise au plus près du public, plutôt que dans des ministères loin à Paris. Mais sauf que quand c'est avec des acteurs mafieux, il est beaucoup plus facile pour un acteur mafieux de corrompre le président du Conseil général qui sait qu'il doit sa réélection en grande partie aux acteurs de terrain qui sont dominés parfois, disons par hypothèse, par le crime organisé, que de faire pression sur un préfet qui, lui, ne doit sa carrière qu'à Paris. Et le basculement que nous avons connu dans un certain nombre de régions du sud-est de la France à partir des années 80 n'est pas uniquement dû à l'application des lois de la décentralisation, mais il est renforcé par l'application des lois de la décentralisation qui, en donnant trop de pouvoir aux acteurs de terrain, les ont rendus beaucoup plus fragiles et beaucoup plus perméables à l'action du crime organisé. Cet exemple-là que je prends sur la France, vous le trouverez pareil aux États-Unis, vous le trouverez pareil en Italie, qui est un des pays les plus décentralisés qui soit, et aujourd'hui, vous le voyez même, y compris dans des régions comme les Landes allemands. Les Länder allemands, un certain nombre de ces Länder ont été très bien étudiés par la direction nationale antimafia italienne il y a quelques années, où elle a pu montrer que, hélas, un certain nombre de ces Länder pouvaient très facilement être corrompus par des acteurs criminels, beaucoup plus facilement que dans un État qui serait plus traditionnellement, disons, un État centralisé, tel qu'on les a connus, en tout cas dans notre histoire, soit en France, soit en Espagne ou dans d'autres pays. La question redoutable que vous nous posez au fond, c'est comment travailler sur l'invisible et cesser d'être aveugle. Oui, c'est un vrai drame, ça c'est un vrai problème, particulièrement français d'ailleurs, comment travailler sur l'invisible sans être accusé de complotisme. Parce qu'en effet, et indéniablement, beaucoup de gens qui ont des tendances vers le complotisme sont fascinés par la question mafieuse, parce que, évidemment, ça donne lieu à toutes les hypothèses, tous les fantasmes, toutes les illusions, etc. Et donc, il faut à la fois pouvoir, ne serait-ce que même que pour contester ce complotisme, il faut pouvoir essayer de travailler sur ces questions mafieuses pour pouvoir à la fois, je dirais, faire la part du bon grain et de l'ivraie, et puis essayer de bien saisir quelles sont les logiques qui travaillent nos systèmes. Car personne ne peut croire, je cite en effet dans le titre le livre d'un grand philosophe italien qui s'appelle Norberto Bobbio, qui disait de manière un peu ironique, Norberto Bobbio, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Raymond Aron en France. Par lequel vous concluez. Italie, absolument. Et donc, en m'inscrivant parfaitement dans une logique libérale, j'entends, parce que ce n'est pas du tout un discours politique qui est le mien, Bobbio disait, l'Italie, c'est le pays où le pouvoir invisible est le plus visible. C'est-à-dire qu'en effet, en Italie, il est beaucoup plus facile de travailler sur la question mafieuse parce que énormément de recherches, de travaux ont été faits pour essayer de déblayer ce domaine qui, il est vrai, a été particulièrement retentissant. L'Italie a eu énormément de juges qui ont été assassinés, énormément de policiers qui ont été assassinés, de journalistes qui ont été assassinés. Bref, il est difficile, à partir des années 70 en Italie, de dire « la mafia n'existe pas ». Vous voyez ? Ce n'est pas du tout le cas, évidemment, en France, puisque nous sommes dans un autre cas de figure où, pendant longtemps, nous n'avons pas eu ces travaux, nous n'avons pas eu cette sensibilisation de l'appareil d'État, parce que l'appareil d'État n'a pas intérêt, d'ailleurs, à dire qu'il y a des problèmes, disons, de haute intensité criminelle. Et puis parce que aussi, et ça c'est vrai sur le plan criminologique, nous n'avons pas les mêmes structures criminelles, nous n'avons pas les mafias au sens... Enfin, nous avons des mafias étrangères sur notre territoire, mais nous n'avons pas de mafia française au sens de mafia. Mais on peut avoir des bandes ou des gangs, je pense par exemple à ces fameux gangs corso-marseillais, qui sont d'une puissance considérable et qui sont comparables, pas dans leur organisation, mais dans leur influence, qui sont comparables à ces structures mafieuses dont on parlait en Italie ou aux États-Unis. Donc il faut essayer de travailler sur ces questions, et là c'est vrai que c'est très difficile, parce que d'abord les archives ne disent pas tout. Il faut arriver, quand on est historien, à admettre que les archives ne peuvent pas tout nous dire, donc à ce moment-là, vous avez la plupart des historiens qui sont assez frileux, qui disent « bon, s'il n'y a rien dans les archives, c'est qu'il n'y a rien ». Et ça, c'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, c'est admettre la faillite complète de l'histoire qui consiste tout de même à essayer d'aller au plus proche de ce qui a pu se passer.
Et donc vous êtes obligé de trouver un certain nombre d'autres éléments, que ce soit les procédures judiciaires, que ce soit les témoignages, que ce soit les discours de repentis, enfin, etc., pour bâtir non pas une vérité absolue, bien entendu, nous sommes bien conscients qu'il y a des failles dans de tels travaux, et il faut les admettre, et je crois les avoir suffisamment soulignés dans ce livre. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas, mais il y a aussi des choses que l'on peut savoir. Et c'est un peu un devoir d'essayer de dire ces choses que l'on peut au moins savoir et qui ne sont pas objets de polémique. Voilà. Absolument. Et quand le chercheur ose, il produit des sommes. Voilà, un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique, 19e, 21e siècle. Merci pour ce long éclairage absolument passionnant. Merci Jacques de Saint-Victor.